Dans cette chronique, en quelques points, nous allons vous démontrer pourquoi il est vital pour les puissances occidentales, avec en tête de file la France et leurs alliés africains, notamment à travers la CEDEAO, de plonger absolument le Mali dans le chaos. Il faut éviter que le Mali devienne un exemple. Il faut tout faire pour que la transition échoue, parce que si jamais cette transition réussit et aboutit à des élections justes et transparentes, alors le Mali aura démontré qu'on peut dire non à l'impérialisme et s'en sortir. Et naturellement, ceux qui veulent maintenir l'Afrique dans ce climat de dépendance permanent ont peur qu'un succès du Mali retentisse sur tous les autres pays africains qui sont encore sur le joug des puissances coloniales, avec la complicité bien entendu de leurs alliés à la tête de certains de ces États. Par conséquent, à travers cette décision inique de la CEDEAO, vous comprenez très bien qu'on a décidé de punir le Mali, de punir les autorités maliennes actuelles pour justement éviter qu'ils soient présentés comme des modèles. Il ne faut absolument pas que le Mali soit un exemple. C'était déjà le cas pour Haïti dans les années 1800, quand ce pays a courageusement réclamé son indépendance. On a développé tous les mécanismes pour empêcher Haïti de briller. C'est ainsi que les avoirs de Haïti, comme ceux de l'État malien aujourd'hui, ont été bloqués. C'est aussi comme cela qu'on a imposé une dette coloniale insupportable à Haïti pour justement empêcher que Haïti devienne un exemple. Et ce n'est pas le fait du hasard si certaines zones, aujourd'hui appelées la France d'outre-mer, ont renoncé à leur indépendance parce qu'il fallait justement ne pas être comme Haïti. L'exemple était tellement frappant qu'aucune autre partie colonisée ne voulait suivre ce chemin. L'autre exemple également, pour revenir en Afrique, c'est ce qui s'est passé en Guinée, en République de Guinée, notamment en 1958, après le nom historique de Sékou Touré. Il s'agit de la continuation du même et seul complot. Celui-là qui s'inscrit dans la contradiction devenue fondamentale entre les options socialistes faites par le peuple de Guinée et les prétentions illégales de certaines puissances qui voudraient encore maintenir la Guinée, malgré sa volonté, dans un carcan d'exploitation favorable à leurs intérêts particuliers. Tous les mécanismes ont été mis en œuvre pour punir la Guinée. Et quand je dis tous les mécanismes, c'est vraiment tous les mécanismes. On a armé l'opposition guinéenne pour créer un climat d'insécurité permanent dans ce pays et essayer, pourquoi pas, de renverser Sékou Touré. Les complots que nous avons connus ont été fomentés grâce à l'appui des puissances impérialistes, mais avec la complicité des nôtres. C'est ce qui me fait souvent dire, et tel que dans le discours du 1er mai dernier, que les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein, à savoir dominer le continent africain. Vous comprenez bien que ce qui se passe au Mali aujourd'hui n'est pas anodin. Ces groupes rebelles, qualifiés aussi tantôt de djihadistes, sont effectivement là pour créer un climat d'insécurité permanent au Mali et fragiliser de ce fait l'État. Vous vous rappelez également, pour ce qui concerne la Guinée, de ce qu'on avait appelé à l'époque l'opération Persil. Parce que comme la Guinée avait refusé la communauté, la Guinée a eu sa propre monnaie, dont elle n'avait pas, comme c'était le cas des autres pays qui avaient accepté la communauté, pour monnaie le franc colonial qui était le franc CFA. Alors, qu'est-ce que la France a fait à l'époque? Elle a fabriqué des tonnes de faux billets pour injecter dans l'économie guinéenne et déstructurer cette économie. Et jusqu'aujourd'hui, la Guinée paye le lourd tribut de ses actions punitives. Donc ce que le Mali est en train de subir aujourd'hui, avec ces sanctions totalement illégales, illégitimes de la CEDEAO, avec l'acharnement de la France et de ses alliés africains, c'est justement qu'on a décidé de punir le Mali. Il ne faut surtout pas que la transition réussisse.
Deuxième élément, pour vous démontrer ce qui est en train de se passer au Mali, c'est qu'il ne faut pas qu'à l'issue de cette transition, le chef de l'État malien soit le fruit de la volonté populaire. En d'autres termes, il ne faut pas que ce soit un président légitime. C'est pour cela qu'il faut empêcher la transition de mettre sur pied un certain nombre d'institutions et d'organes à même de garantir aux Maliens une élection juste et transparente. Parce que l'enjeu derrière, c'est que ces pays-là qui veulent absolument tenir le Mali, veulent que le prochain président du Mali soit quelqu'un qui leur est favorable. C'est pour ça qu'ils veulent tout faire pour que les élections s'organisent dans un climat chaotique et comme ça on pourra facilement manipuler et mettre à la tête finalement de l'État celui que les Maliens n'auront pas choisi. Et celui-là naturellement leur sera redevable et va alors remettre en cause tous les acquis de la transition. Donc il faut bien comprendre que la précipitation avec laquelle on veut pousser le Mali à organiser les élections est voulue. Vous vous rappelez très bien qu'on a obligé la Côte d'Ivoire à son temps, dans un contexte de crise, d'organiser les élections alors qu'une partie du pays était totalement jonchée de rebelles encore en armes. Le résultat, tout le monde le connaît, c'était le chaos, mais le résultat pour ceux qui avaient mené cette opération a été largement atteint parce qu'en fin de compte est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire celui qu'ils avaient choisi. Vous vous rappelez de la déclaration du président Sarkozy avant même la proclamation officielle des résultats. Un président est élu en Côte d'Ivoire, l'ensemble de la communauté internationale et les Nations Unies l'ont reconnu. Ce président, c'est M. Alassane Ouattara. La France soutient la démocratie et la volonté libre du peuple ivoirien. Si vous suivez constamment l'actualité malienne, vous allez vous rendre compte que la plupart des renversements de régime dans ce pays ont eu lieu au mois de mars. Donc on peut bien comprendre que la carte qui est en train de jouer la CEDEAO et ses alliés, c'est celle du temps. Parce qu'ils espèrent qu'il y aura une grogne sociale très bientôt qui va conduire à une situation de chaos et pouvoir justement mettre en difficulté les autorités de la transition et fait, comme ils ont souvent eu à le faire ailleurs, main basse sur cette révolution populaire. Il est très important, chers Africains, que vous compreniez quel est le mécanisme. On peut bien se demander pourquoi est-ce qu'on fait une fixation sur les élections alors qu'on sait, et cela a été démontré à travers le temps, qu'il ne suffit pas d'organiser les élections pour régler des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on laisse certains chefs d'État modifier à souhait leur constitution, c'est-à-dire commettre des coups d'État pour se maintenir indéfiniment au pouvoir ? On se rappelle qu'en 2008, le président Paul Biya au Cameroun a fait modifier la constitution pour pouvoir être président du Cameroun ad vitam aeternam. Ça a été le cas au Congo, ça a été le cas récemment en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, la fameuse communauté internationale est restée totalement muette. C'était également le cas récemment en République de Guinée. Pourquoi on peut se revendiquer, être le pays de la liberté, le pays des droits de l'homme et rester totalement silencieux quand ces droits de l'homme, quand ces libertés sont bafouées dans plusieurs pays dont on a pourtant un regard précis? C'est le cas notamment au Bénin aujourd'hui où Patrice Talon, qui avait annoncé ne faire qu'un mandat, est finalement à son deuxième mandat. Et pour avoir ce mandat, il a dû brimer de manière violente l'opposition béninoise. Plusieurs opposants aujourd'hui sont en prison. C'est encore le cas au Cameroun qui aujourd'hui est certainement l'un des pays au sud du Sahara qui compte le plus de prisonniers politiques. C'est le cas aussi récemment en Côte d'Ivoire où le président Ouattara, pour avoir son troisième mandat, a dû brimer certains opposants. À ce moment-là, où était la communauté internationale? Où était la CEDEAO? Où était la France? Il faut bien que les Africains comprennent. On va se rappeler un peu du 2 poids 2 mesures dont la France ferait preuve à chaque fois. Pour revenir à l'élection au Cameroun, écoutez ce qu'en disait le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Est-ce que, de votre point de vue, ce scrutin au Cameroun était une élection libre et transparente? Moi, je n'ai pas la capacité de juger puisqu'il n'y avait pas de mission de contrôle de vérification initiée où la France était présente. Je constate qu'il y a une élection qui s'est déroulée néanmoins dans le calme, même si il y a eu quelques difficultés dans les régions anglophones. Je constate qu'un président a été
déclaré élu, Paul Biya, par Qui est légitime à vos yeux? le Conseil constitutionnel. Il a été déclaré élu, donc je le constate, par les institutions camerounaises. Je le constate. Et nous avons, à l'égard de Paul Biya, une relation de confiance. Vous voyez bien qu'il donne pour argument le fait que la France n'a pas envoyé des observateurs au Cameroun. C'est pour cela que ce simulacre d'élection a été adoubé en France. On aurait pu lui accorder du crédit, sauf que quelques mois plus tard, il y a une nouvelle élection, cette fois-là en République démocratique du Congo. Tenez-vous bien, comme au Cameroun, la France n'a pas envoyé d'observateurs en République démocratique du Congo. Mais écoutez ce que va dire Jean-Yves Le Drian, une fois de plus, au lendemain des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo. Il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc vous craignez des troubles? Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ce que l'on imaginait et à ce qui était avancé. Il y a des risques. Mal tourner parce que M. Fayoulou était a priori le leader sortant des élections et qui aujourd'hui. Et qu'est-ce que fait la France? Qu'est-ce qu'elle observe? La France agit. Elle s'en mêle pas. Elle s'en mêle. La France agit parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité. Elle a saisi le Conseil de sécurité en fin de semaine dernière pour que les résultats constatés soient les résultats réels. Vous convenez avec moi qu'on n'y comprend finalement plus rien. Mais tout cela est voulu. C'est pour cela que vous verrez qu'ils font tout pour que jamais un président légitime ne se retrouve à la tête de nos États. Parce que si un président est légitime, avec une assise populaire certaine, alors il pourra faire comme le Mali. Un autre élément important que je voudrais vous amener à relever, c'est le fait que depuis au moins Jacques Chirac, les présidents après lui annoncent qu'ils vont rompre avec la France-Afrique. C'est fini la France de papa. Nous voulons une nouvelle relation. Nous voulons un nouveau partenariat avec l'Afrique. De Sarkozy à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande, ils l'ont tous annoncé. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, une fois à l'Élysée, personne ne respecte plus ses engagements vis-à-vis de l'Afrique. La réalité aujourd'hui, chers Africains, pour ceux qui ne le savaient pas encore, c'est que la France dépend énormément de l'Afrique. Et avec Emmanuel Macron, certains Africains avaient beaucoup d'espoir parce qu'on disait, lui, il vient d'une autre école. Il n'est pas de la vieille politique française. Il n'est ni de gauche, ni véritablement de droite. Avec lui, ce sera différent. Quelle déception.